Oui, donc je suis psychologue et puis doctorante au programme TIP dans l'équipe de professeur Conus au département de psychiatrie de Lausanne. Alors je remercie les organisatrices et puis Marie-Gilles Krebs pour l'invitation. L'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, elle fait partie de projet de thèse que je réalise au sein du département de psychiatrie du CHUV. Et je m'intéresse particulièrement à la question du premier épisode de psychose affective. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une étude qui est vraiment axée sur l'identification de sous-groupes de patients sur la base de facteurs prémorbides. Et est-ce que finalement, ça pourrait être une piste pour personnaliser l'intervention ? Alors pour contextualiser un petit peu mon propos, je vais vous présenter un petit peu les bases du programme dans lequel on travaille. Donc c'est un programme de traitement et d'intervention des phases précoces de la psychose. On a des patients de jeunes adultes qui ont entre 18 et 35 ans dans la région lausannoise, qui ont eu un premier épisode de psychose, donc selon les critères CARMS, avec hallucinations, idées délirantes, désorganisation de la pensée pendant plus d'une semaine et plusieurs fois par jour. Donc on est vraiment sur de l'intervention précoce, ce qui fait qu'on a des patients qui ont moins de 6 mois de traitement. Les objectifs à l'origine du développement de ce programme, c'était vraiment l'identification précoce de la psychose, de l'émergence de la psychopathologie, et donc la diminution de la durée de psychose non traitée, comme on a pu en parler précédemment, sur le fait des effets délétères d'avoir une durée de psychopathologie qui n'a pas été traitée pendant longtemps. Aujourd'hui, on a le programme TIP est un service à part entière, et on a aussi toute une prise en charge et une identification des patients à ultra haut risque. Voilà. Donc on est vraiment toujours dans le développement et l'identification la plus précoce possible. L'idée aussi de ce programme, c'est de prévenir les comorbidités, comme on a pu en parler, donc les questions des PTSD, d'abus de substances. Et l'intérêt d'avoir un programme comme ça, donc c'est un programme sur 3 ans, c'est d'avoir un programme intensif. On a une petite équipe avec un case management. Et donc l'intérêt, c'est de maintenir les patients dans le suivi. Parce qu'on sait souvent des patients qui sont difficiles à accrocher, ils sont jeunes et souvent on a du mal à leur mettre en place les soins chez ces patients-là. Et l'idée de ce service, c'était aussi de développer les soins. Alors développer les soins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être au plus près aussi de ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Alors on a tout un pan de recherche clinique pour cela, et un pan de recherche translationnel en collaboration avec le Centre de neurosciences psychiatriques. Et bien sûr, ce qui est primordial dans tout ça, c'est d'avoir sans cesse une interaction avec l'équipe clinique avec laquelle on travaille au quotidien, afin qu'on ait aussi des professionnels cliniciens qui soient à jour sur finalement ce qui se fait actuellement dans la recherche. On a développé dans le cadre de ce programme aussi toute une intervention, un encadrement des familles. Notamment, on a un case manager qui s'occupe d'un groupe de proches, qui est aussi là pour des questions de psychoéducation et puis pour permettre aux proches aussi d'interagir entre eux. Alors comme je vous le disais, dans cette étude et dans mon projet de thèse, je m'intéresse au premier épisode de psychose affective. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un premier épisode de psychose, donc avec les symptômes psychotiques associés, et en même temps on a c'est des patients qui vont aussi présenter des épisodes dépressifs ou maniaques. Le problème de ces psychoses, c'est que c'est souvent des psychoses qui vont avoir un début atypique et peu spécifique. C'est des patients qui vont, par exemple à l'adolescence, être identifiés comme ayant des TADA ou alors ayant des troubles dépressifs, et on va mal détecter en fait les aspects psychotiques. Cependant, ça reste une psychose pour laquelle on a des risques et des enjeux cliniques majeurs, notamment en termes de risque suicidaire,
de problématiques d'adhérence au traitement, de rechute et d'abus de substances. Malheureusement, ça reste encore dans la recherche actuellement une psychose qui est relativement négligée par rapport aux questions de la schizophrénie, malgré tous les risques qui sont associés, parce qu'on a souvent l'idée que ce sont des patients qui se rétablissent plus facilement. Ce qui, à l'heure actuelle, on sait que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que sur le plan symptomatique, effectivement, c'est souvent des patients qui vont se rétablir peut-être plus rapidement après un premier épisode, mais sur le plan fonctionnel, c'est très difficile pour ces patients de se rétablir. Donc c'était aussi l'idée d'aborder et de cette question sur le plan théorique, parce que ça reste un domaine qui est associé à des risques majeurs et qui reste encore négligé dans l'intervention précoce, enfin dans la recherche dans l'intervention précoce. Dans cette étude, l'idée c'était d'aborder la question des facteurs prémorbides. Les facteurs prémorbides, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des facteurs environnementaux, des facteurs sociodémographiques, des événements stressants de vie, ou des antécédents cliniques chez les patients qui vont avoir un impact sur la clinique. On a notamment pu identifier des différences entre certains troubles psychotiques sur la base de ces facteurs. Et dans le cadre de la psychose affective, ce qu'on peut voir, c'est que certains éléments environnementaux, certains événements stressants de vie vont avoir un impact sur la stabilité de l'humeur, mais également sur la capacité des patients à répondre au traitement, et donc sur l'évolution clinique de ces patients. Donc les enjeux cliniques qui sont liés à la phase prémorbide nous ont amenés à conduire cette étude, dont les objectifs étaient tout d'abord d'identifier et d'explorer si dans la psychose affective on pouvait finalement identifier des sous-groupes de patients avec des besoins spécifiques. Et puis de voir si ces sous-groupes qu'on pouvait potentiellement identifier avaient une évolution sur le plan clinique qui était différente, donc sur les symptômes systémiques, sur les outcomes, dans le cadre de notre programme. Alors comment on s'y prend ? Au programme type, on a tout un suivi de cohorte qui est fait, qui est mis en place. Donc dans cette étude, on a pu regrouper 74 patients avec un premier épisode de psychose affective. Alors on a regroupé les patients qui avaient autant d'un premier épisode dépressif, une dépression majeure avec des symptômes psychotiques, des troubles bipolaires avec symptômes psychotiques, ou alors des troubles schizoaffectifs. Comme je vous le disais, le programme type, c'est un suivi sur 3 ans. Et dans le cadre de ces 3 ans de suivi, on a des évaluations systématiques qui sont faites, qui sont réalisées à la fois par les cliniciens et à la fois case manager, et à la fois par moi-même, donc psychologue, sur le plan de la psychopathologie. Donc, on a les évaluations cliniques des case managers qui abordent les aspects plus généraux autour du traitement et du suivi des patients, et la psychopathologie qui est évaluée à partir de la PANSS pour les symptômes psychotiques, la MADRS pour les symptômes dépressifs, et puis l'YMRS pour les symptômes maniaques. Alors, dans cette étude, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'existence de 3 sous-groupes. Donc, on les a mis en évidence à partir de ce qu'on appelle des analyses en classe latente. Un premier sous-groupe de patients qu'on a pu identifier, c'est un sous-groupe de patients avec un début tardif de psychose. Un début tardif, alors tout est relatif, c'est par rapport à la cohorte qu'on a. Donc, c'est des patients qui vont entrer en psychose autour des 29 ans. Alors, ce sous-groupe de patients regroupe des personnes qui ont plutôt... Donc, c'était une majorité de femmes qui vont avoir une histoire de migration dans l'adversité et qui vont potentiellement aussi avoir des antécédents familiaux psychiatriques, d'abus de substances. Voilà. Et c'est des femmes qui ont plutôt un statut socio-économique faible. Un deuxième sous-groupe qu'on a pu mettre en évidence, c'est un sous-groupe
avec un début précoce de psychose, donc autour de 20 ans, et finalement qui vont avoir peu d'antécédents, que ce soit environnementaux, d'événements stressants de vie ou d'antécédents sur le plan clinique. Alors, ce qui regroupe ces trois sous-groupes, c'est vraiment les antécédents familiaux qu'on retrouve quand même, et puis la question des abus de substances. Mais en dehors de ça, c'est des patients qui finalement, sur la phase prémorbide, vont pas tellement avoir d'antécédents remarquables. Et un troisième sous-groupe qui a pu être mis en évidence, c'est un sous-groupe avec de nombreux antécédents prémorbides. Donc, c'est des patients qui vont avoir du mal à s'ajuster à l'adolescence, qui vont aussi avoir du coup un niveau scolaire qui va être plus bas, une histoire potentiellement de migration dans l'adversité, d'abus de substances, des antécédents psychiatriques personnels, des antécédents familiaux. Voilà. Alors sur la base de ces trois sous-groupes qu'on a pu identifier, on a regardé quelle était l'évolution clinique de ces groupes, et plus particulièrement sur les aspects des symptômes thymiques. Ce qu'on peut voir, c'est que les patients avec un début tardif de psychose, c'est des patients qui vont avoir une sévérité des symptômes dépressifs qui va être plus importante au début de la prise en charge. Donc pendant les 6 premiers mois, c'est majoritairement des symptômes dépressifs qui vont être identifiables, et c'est aussi un sous-groupe qui va moins manifester de symptômes maniaques que les deux autres. Les deux autres sous-groupes avec un début précoce de psychose, qu'ils aient ou non finalement des antécédents prémorbides, ça va être deux sous-groupes qui vont manifester sur le plan thymique à peu près des symptômes similaires, avec plus de symptômes maniaques durant tout le suivi. Et puis, comme je disais, en début d'intervention et de prise en charge, moins de symptômes dépressifs. L'idée, c'était de voir donc comment ces sous-groupes finalement se rétablissent et quels sont les enjeux liés à ces sous-groupes. Et ce qu'on a pu voir dans les résultats, c'est que le sous-groupe avec un début précoce de psychose et de nombreux antécédents sur le plan de la phase prémorbide, c'est un sous-groupe dans lequel les patients ont nécessité de multiples hospitalisations, et malheureusement le retour au fonctionnement prémorbide et le retour à l'emploi vont être plus difficiles. Le sous-groupe avec un début tardif de psychose, c'est plutôt un sous-groupe qui va présenter une moins bonne qualité de vie en termes de santé physique à la fin de la prise en charge. Alors, qu'est-ce qui est important de relever dans ces résultats et sur le plan clinique, c'est que finalement la distinction de profil prémorbide permet l'identification de sous-groupes de patients qui ont une évolution symptomatique qui va être spécifique. À savoir que les patients qui vont avoir plutôt un début précoce autour de la vingtaine de cette psychose affective, ça va être des patients qui vont manifester plus de symptômes maniaques, et ce tout au long du suivi, donc chez lesquels il va falloir plutôt avoir le focus sur les stabilisateurs de l'humeur. Les patients, à l'inverse, qui vont plutôt avoir un début tardif de psychose affective autour de 29 ans, c'est plutôt des patients qui vont avoir des symptômes dépressifs et qui vont être plus sévères en début de traitement, et chez lesquels il va falloir plutôt axer justement le focus sur cette question des symptômes dépressifs, parce qu'on sait, et particulièrement chez les personnes qui ont des histoires traumatiques, que les symptômes dépressifs peuvent avoir un effet médiateur et donc rendre le rétablissement fonctionnel plus difficile. Un autre point important, c'est que finalement, la distinction de ces profils prémorbides, elle permet l'identification de patients dont le rétablissement fonctionnel reste difficile. Et comme je disais, c'est un des enjeux majeurs de cette psychose affective. Ce qui en particulier, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que le sous-groupe avec un début précoce de psychose, mais de nombreux antécédents dans la phase prémorbide, c'est un sous-groupe qui va avoir du mal à se rétablir en fin de traitement. Sur le plan fonctionnel, on a seulement 29% de patients qui se rétablissent, et uniquement 7% de ces patients-là qui vont avoir retrouvé un emploi.
ce qui est très, très peu. Et même le sous-groupe avec un début tardif de psychose, on retrouve seulement la moitié de ces patients-là qui vont réussir à se rétablir sur le plan fonctionnel et 24% seulement qui vont retrouver un emploi. Donc l'idée chez ces patients, ce serait de renforcer l'intervention qui vise cet ajustement fonctionnel, le retour à un ajustement fonctionnel tel qu'ils pouvaient le connaître avant l'émergence de la psychopathologie. Donc à travers des questions de prise en charge au niveau de la remédiation cognitive, par exemple, au niveau du soutien à l'emploi. Et puis par la suite aussi, ce qui sera intéressant, c'est de développer des stratégies d'intervention qui visent à protéger les compétences professionnelles, par exemple, de ces patients tels qu'ils pouvaient les connaître avant l'émergence de la psychopathologie. Un dernier point qu'on a pu relever avec cette étude, c'est que finalement, l'identification de ces sous-groupes, elle a permis, par rapport aux facteurs prémorbides, elle a permis d'identifier des sous-groupes qui ont des besoins spécifiques, et ce, indépendamment des catégories diagnostiques. On est aujourd'hui dans les phases débutantes de la psychose, dans un questionnement autour de l'enjeu et de l'intérêt des classifications, telles qu'on peut les connaître dans les DSM, qui montrent leurs limites face à l'hétérogénéité des phases débutantes de la psychose. Donc, du fait que finalement ces classifications sont basées sur des prototypes de patients chez lesquels la pathologie est déjà bien en place et qui sont plutôt des patients chroniques. Et donc là, c'est un moyen finalement d'identifier des patients sur la base de facteurs cliniques accessibles et dont les cliniciens ont connaissance dès le début de la prise en charge, globalement. Et ces patients et ces sous-groupes qu'on a pu mettre en évidence, on les a classifiés de façon à voir finalement leurs besoins spécifiques. Et on a pu voir que tous les diagnostics, que ce soit troubles schizoaffectifs, troubles dépressifs majeurs avec symptômes psychotiques ou troubles bipolaires, on peut en retrouver il y a une répartition normale de ces patients-là, quels que soient les sous-groupes qu'on a pu mettre en évidence. Alors, qu'est-ce qui est important de retenir de cette présentation? C'est que l'identification prémorbide de sous-groupes, elle permet d'identifier des patients avec des besoins spécifiques. Et cette identification, c'est aussi un moyen de classifier les patients, d'identifier leur profil, leur évolution clinique et leurs besoins à partir d'éléments comme je disais, qu'on va récolter lorsqu'on va faire l'anamnèse, par exemple, de leur histoire. Donc des éléments accessibles aux cliniciens. Et c'est aussi ce qu'on essaie de favoriser au programme TIPS, c'est-à-dire de faire une recherche qui soit la plus accessible possible pour les cliniciens qui vont prendre en charge les patients. Un deuxième point que je voulais relever, c'est vraiment que la question de la psychose affective, c'est une question qui est importante et qui ne doit pas être négligée au profit de la schizophrénie, des phases débutantes de la schizophrénie, par exemple, parce que ça reste des patients chez lesquels le rétablissement fonctionnel et le retour à l'emploi est compliqué, est difficile et nécessite une prise en charge adaptée. Alors là, c'était une première étude qui permettait d'explorer finalement des moyens d'identifier des sous-groupes de patients, des besoins dans cette question de la psychose affective. Maintenant, l'intérêt, ce serait de voir si une intervention ciblée en fonction des besoins qu'on pourrait repérer sur ces patients pourrait permettre d'améliorer les questions pronostiques chez eux. Alors, je vous remercie de votre attention et puis je suis prête à répondre à vos questions.